C'est un concept super classique quand on crée un personnage dans un jeu vidéo ou même quand on imagine une équipe de super-héros. L'idée de la créature parfaite. Voilà, exactement. L'idée de fusionner les meilleures stats de plusieurs créatures pour avoir le profil absolument parfait. On prendrait genre la loyauté totale et la facilité d'apprentissage d'un compagnon classique et on y injecterait les capacités physiques brutes, les stats complètement hors normes d'une bête sauvage. C'est clair que c'est le fantasme ultime, le fameux hybride parfait. C'est ça. Sauf que ce qui est complètement dingue, c'est que ce scénario n'a rien d'une fiction. C'est pas juste un truc de jeu de rôle. Absolument pas. En fait, c'est le résultat d'une vraie expérience biologique, un truc extrêmement rigoureux qui a duré sur plus de 25 ans. 25 ans, ouais. Et le fruit de tout ce travail colossal, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le chien-loup tchécoslovaque. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une montagne d'archives scientifiques, de registres généalogiques et de rapports biologiques vraiment fascinants sur la création de cette race. Il y a énormément de matière, oui. Et notre mission pour cette analyse, c'est vraiment de décortiquer comment les scientifiques ont réussi ce tour de force. Et on va être clair d'entrée de jeu, on laisse de côté toutes les raisons militaires ou bureaucratiques de l'époque. Ouais, on se concentre sur la science pure. C'est ça. Le vrai cœur du sujet, le gros de l'exploit scientifique, en fait, il repose entièrement sur les pattes de 4 individus bien précis. Les 4 fameux pilastres. Voilà, 4 loups sauvages des Carpates, que les vieux registres appellent les 4 piliers de la race. C'est exactement ça. Toute l'architecture génétique, vraiment toute la base d'une race entière, repose sur l'ADN de ces 4 animaux. C'est fou quand on y pense. Et pour comprendre comment ils ont fait pour transférer ce code génétique sauvage dans le monde domestique, faut vraiment reprendre la chronologie depuis le début. Donc le premier boss, on va dire. Voilà. Tout commence par un énorme saut dans l'inconnu avec le premier pilier, une louve que les chercheurs ont appelée la Pramatka. La Pramatka, ça veut dire la mère fondatrice, c'est bien ça? Exactement. Et elle s'appelait Brita. Ok, donc Brita, la boss de départ. On est en 1958, si je lis bien les documents. C'est ça, 1958. Donc, ils prennent une louve pure, vraiment sauvage des Carpates, et ils la croisent avec un berger allemand qui s'appelle César. Bon, faut qu'on décortique un peu ça. En biologie, cette toute première portée, c'est ce qu'on appelle la génération F1, non? Oui, la génération F1, ou la première génération filiale. C'est la ligne directe issue du tout premier croisement entre 2 sous-espèces différentes. D'accord. Et donc, le 26 mai 1958, Brita donne naissance à 5 petits chiots. Et c'est là que, l'expérience se prend un énorme mur face à la réalité de la génétique. Bah oui, parce que quand on lit les rapports sur ce premier essai, c'est assez extrême. Ils disent que les chiots avaient entre 70 et 75% de l'anatomie d'un loup pur. C'est énorme. Donc physiquement, c'était des machines incroyables. Les stats étaient là. Mais au niveau du comportement, les documents parlent carrément d'un désastre total. Le mot est vraiment pas trop fort, ouais. Ces petits F1, ils étaient extrêmement sauvages. Ils avaient des traits de timidité très marqués et surtout une méfiance mais viscérale envers l'homme. Genre impossible de les approcher? Presque. En fait, pour bien comprendre, faut parler de ce qu'on appelle la distance de fuite chez un animal sauvage. La distance de fuite. D'accord. Un loup pur, dans la nature, il cherche jamais la confrontation avec l'humain. Son instinct de survie de base, qui a été forgé sur des millénaires d'évolution, il lui dit juste de fuir. L'humain égale menace mortelle. Ah ouais, donc le cerveau du chiot, dès la naissance, il est juste bloqué en mode survie. Exactement. Et le problème, c'est qu'un animal dont le système nerveux est saturé par la peur en permanence, il peut absolument rien apprendre. Son cerveau n'est pas dispo pour l'éducation, quoi. Ouais, il est juste en train de scanner les sorties de secours. C'est ça. Donc, du pur point de vue de l'utilité, ou pour en faire un chien de travail, ce premier essai, c'était un échec retentissant. Ce qui m'amène à une vraie question, du coup. Face à des chiots comme ça, terrifiés, inutilisables, avec un comportement super instable, pourquoi les chercheurs n'ont pas juste tout arrêté? Je veux dire, la réaction logique face à un gros bug comme ça, ce serait de se dire « Bon le mélange marche pas, on annule tout ». Ouais, on pourrait se dire ça. Mais c'est là que la perspective change complètement. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est de voir la différence entre un échec pratique, immédiat, et une victoire biologique sur le long terme. Ok, comment ça? Pour Karel Hartel, le scientifique qui dirigeait tout le projet, le simple fait que ces chiots soient nés, voilà qu'ils soient en vie, qu'ils respirent, qu'ils n'aient pas de malformation, c'était un triomphe monumental.
Ah, parce que ça prouvait que le code génétique pouvait effectivement fusionner. La barrière était franchie. Précisément, Brita a prouvé que la fusion, physiologiquement parlant, elle était possible. Le hardware fonctionnait, si tu préfères ton analogie. L'hybridation marchait, c'est juste le logiciel du comportement qui buguait. Exactement. Et ce bug de comportement, Hartle s'est dit que ça se réglerait avec le temps et une bonne sélection. Ça demandait juste une énorme patience scientifique, de voir au-delà de ces premiers shots terrifiés. C'est clair qu'il fallait y croire. Et Brita a d'ailleurs continué son rôle de fondatrice parce qu'en 1960, elle a lancé une deuxième ligne avec un autre berger allemand, Kurt. Donc, Brita, elle a vraiment coulé le béton des fondations. Elle a montré qu'une louve femelle pouvait avoir des petits en pleine santé avec un chien mâle. C'est ça. Mais bon, si on construit un pont, c'est bien. Mais il faut savoir si les voitures peuvent rouler dans les deux sens, non Eh bien, ça nous fait une transition parfaite vers notre deuxième pilier, parce que c'est exactement la question que les biologistes se sont posés à ce moment-là. Est-ce que ça marche dans l'autre sens? Donc, loup mâle et chienne femelle. Voilà. Et c'est là qu'en 1968, Argo entre en scène, le deuxième pilier. Argo, c'est un loup pur, un mâle. Et il va donc s'accoupler avec une femelle, berger allemand, qui s'appelle Asta. Mais attends, je veux faire une pause là-dessus. Spontanément, comme ça, on se dit, bah oui, si ça marche avec une louve et un chien, ça marche forcément avec un loup et une chienne. Pourquoi les chercheurs voyaient ça comme un obstacle? Parce que dans la nature, les règles génétiques, c'est pas des équations symétriques parfaites. L'hybridation, c'est super capricieux. Genre, l'ordre des ingrédients change tout. Totalement. Prends un exemple classique, le mulet. C'est le croisement entre un âne et une jument. Ça marche, mais l'animal est presque toujours stérile. Ah oui, c'est vrai. Ou chez les gros feux, hein. Un ligre qui vient d'un lion mâle et d'une tigresse, ça devient une bête gigantesque. Alors qu'un tigron, avec un tigre mâle et une lionne, c'est beaucoup plus petit et fragile. Donc le sens du croisement modifie massivement l'expression des gènes. Ah ouais, d'accord. L'ordre des facteurs modifie vraiment le boss final. Complètement. Et puis, il n'y a pas que la génétique, il y a des obstacles comportementaux énormes. Les loups mâles, ils ont des rituels de reproduction super complexes liés aux saisons qui n'ont rien à voir avec les chiens domestiques. Ils parlent pas du tout la même langue, quoi. C'est ça. Réussir à convaincre un loup sauvage de s'accoupler avec une chienne domestique et ensuite s'assurer que la gestation aille au bout sans rejet immunitaire, c'était un vrai défi. C'est littéralement comme essayer de brancher du matériel Apple sur du Windows des années 90 sans que tout plante. Belle image. Et le succès d'Argo, il a définitivement validé ce que la science appelle la fertilité bilatérale. Le pont était ouvert dans les deux sens. Ses descendants, surtout sa fille Ura et son petit-fils Ink, ils ont injecté des stades vraiment vitales pour la suite. Ok, on a Brita et Argo, les deux premiers piliers. Les bases sont là, la fertilité est validée. Mais en regardant l'arbre généalogique dans les documents, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Vas-y. Si absolument tous les chiots viennent juste de Brita et d'Argo, au bout d'un moment on fonce droit dans un mur génétique, non? Un énorme goulot d'étranglement, oui. C'est la terreur de tous les éleveurs quand on ferme une race. Et c'est pour ça qu'en 1974, ils ont dû faire appel au troisième pilier, Sharik. Le sauveur de la sauvegarde corrompue. C'est un peu ça. Quand tu crées une population entière à partir de, genre, 2 loups, tu t'exposes très vite à la dépression de consanguinité. Donc en gros, le bassin génétique est trop petit, les mêmes gènes tournent en boucle et les bugs s'accumulent. Exactement, c'est de la génétique basique. On a tous des gènes récessifs avec des petites tares. Si on les croise avec du sang neuf, tout va bien. Mais si tu croises des cousins entre eux, la probabilité que les mauvais gènes se rencontrent explose. Et là, c'est la cata. Le système immunitaire s'effondre, ils ont du mal à faire des petits, l'espérance de vie chute. Bref, il fallait absolument injecter du sang frais. Mais alors là, l'histoire de ce fameux sang frais, l'histoire de Sharik, c'est fou. En lisant le truc, moi je m'attendais à une expédition de l'extrême, genre des scientifiques en hélico dans la neige pour capturer un spécimen ultra rare. Ah pas du tout. Mais non. Et ils sont juste allés l'acheter dans un zoo à Bratislava. C'est quand même incroyable. Tu fais l'une des expériences les plus pointues du siècle et pour sauver le projet, tu vas faire tes courses au zoo du coin. C'est très drôle dit comme ça, c'est vrai. Mais blague à part, l'impact de Sharik, ça a été d'une précision chirurgicale. Il a amené ce qu'on appelle la branche slovaque. Du nouveau code source. Voilà, du matériel sauvage, tout neuf, super robuste, et surtout qui n'avait aucun lien de parenté avec Brita ou Argo, son ADN a provoqué une vraie explosion de vitalité. Il y a même un de ses descendants qui a donné naissance à un chien légendaire qui s'appelait Rop. Ah oui, Rop, lui c'est un peu le crossover ultime, non?
Totalement. Ropp, il combinait le sang de Brita, la toute première, avec celui de Sharik, le petit nouveau du zoo. La convergence parfaite. Donc là, on sent que la recette commence vraiment à être bonne. On a les bases, ça marche dans les deux sens, on a rajouté la diversité pour éviter les bugs de consanguinité. Mais bon, pour finaliser le build de notre créature, on ne peut pas ajouter les ingrédients à l'infini. Il manquait juste une dernière touche. Le quatrième et ultime pilier. En 1983, il y a une louve qui s'appelle Ledgedy, qui venait aussi d'un zoo d'ailleurs, D'accord, l'astuce du zoo marchait bien. apparemment. Et c'est elle qui intègre le programme pour la toute dernière fois. L'HD, c'est vraiment celle qui ferme le coffre-fort. C'est ça. Elle s'est accouplée avec un berger allemand du nom de Bojar. Mais ce qui est historique avec Ledgedy, c'est ce qui s'est passé juste après elle. Ils ont tout stoppé. Oui. Les scientifiques ont officiellement fermé le livre des origines. À partir de cette portée, plus aucune goutte de sang de loup sauvage n'a jamais été ajoutée. Terminé. Ah ouais. On arrête les apports et on passe à la stabilisation. La phase de stabilisation, oui. Et le travail qu'ils ont fait là est juste vertigineux. Mais grave, hein. Les documents expliquent qu'ils ont commencé à faire baisser la quantité de sang de loup petit à petit. Au début, avec Brita, on était à 75%, ce qui était ingérable. Et là, ils ont visé une stat ultra précise, environ 6,25% de sang de loup à la 4e ou 5e génération. Le but, c'était plus du tout d'avoir un demi-loup, tu vois. C'était d'avoir un chien, un vrai chien domestique, mais qui aurait gardé quelques pouvoirs de loup très précis. Moi, pour comprendre cette méthode, j'adore l'analogie de la sauce piquante. Ah oui, je vois où tu veux en venir. Bah oui, c'est comme faire une sauce ultra forte. Si tu mets 75% de pur piment de la mort, comme la génération F1, c'est immangeable. Ça brûle, c'est incontrôlable. Mais si tu dilues cette sauce goutte par goutte, très méthodiquement, jusqu'à tomber pile sur 6,25%, là tu as le goût parfait. Ça arrache juste ce qu'il faut, mais tu peux la manger. C'est une super image. Sauf que, d'un point de vue purement scientifique, il y a un truc qui coince dans mon cerveau. Qu'est-ce qui te chiffonne? Bah, si l'animal final, il est fait à presque 94% de bergers allemands, comment c'est possible que les pauvres 6% de loups qui restent se fassent pas complètement écraser par les gènes du chien? Comment ces traits sauvages peuvent survivre avec une si petite marge? Ça, c'est vraiment la question centrale, en fait. Et c'est là qu'on parle de sélection dirigée. La dilution à 6,25%, ils l'ont pas faite au hasard, en mode « on laisse les chiens se reproduire dans un parc et on verra bien ». C'était ultra contrôlé, quoi. Millimétré. Faut imaginer la génétique non pas comme deux liquides qu'on mélange, mais plutôt comme une énorme table de mixage dans un studio de musique. Ah ouais, avec plein de curseurs différents pour chaque truc physique ou mental. Voilà. Le comportement, genre la peur ou l'agressivité, ça dépend de plein de gènes en même temps. C'est ce qu'on appelle des traits polygéniques. Donc le but des scientifiques, génération après génération, c'était de baisser le curseur peur de l'humain au minimum absolu. Tout en gardant les autres curseurs en haut. Exactement. Ils maintenaient le curseur capacité pulmonaire ou vision nocturne au maximum. À chaque naissance, ils testaient les chiots un par un. S'il y en a un qui était docile, mais qui avait perdu ses stats de loup, il était écarté. Ils ne gardaient que les individus qui acceptaient l'éducation humaine et qui avaient gardé le profil athlétique sauvage. Donc, ils ont littéralement forcé la nature à min-maxer le personnage. C'est dingue. On filtre les défauts, on garde les bonus. Et quand on regarde la fiche de personnage final, les statistiques qu'ils ont réussi à sauver avec seulement 6,25% de loups, c'est époustouflant. Les stats sont incroyables, oui. Prends juste la capacité de régénération, par exemple. C'est un trait direct des loups des Carpates qui courent des dizaines de kilomètres dans la neige. Ouais, les chiffres dans le rapport m'ont fait halluciner. Ils disent qu'après un effort physique intense, genre vraiment intense, ce chien loup récupère totalement en 3 ou 4 heures. C'est ça. Et pour que ce soit bien clair, un berger allemand de travail classique, qui est déjà un athlète d'élite dans le monde canin, il lui faut facilement 10 à 12 heures de repos pour le même effort. Donc on est sur un boost de récupération de quasiment 300%. Tout à fait. C'est vraiment l'endurance clouche d'une machine sauvage, mais dans un corps de chien à l'écoute. Mais il n'y a pas que la barre d'endurance qui a pris un bœuf. Il y a les traits biométriques aussi. Les mecs parlent d'une capacité crânienne supérieure à la moyenne, d'un flair ultra sensible et d'une vision nocturne largement au-dessus du lot. Et puis il y a le sens de l'orientation aussi, qui est juste dingue. Un loup, dans la nature, il doit cartographier des kilomètres carrés de territoire dans sa tête. Ce radar interne, ils ont réussi à le garder. Mais il y a un truc encore plus fou qui touche à la façon même dont l'animal grandit. C'est la néoténie.
La néotéanie. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est quand un animal garde des trucs de bébé, des traits juvéniles, même à l'âge adulte. C'est ça? C'est exactement ça. Et c'est littéralement le secret de l'invention du chien. Pendant des milliers d'années, les humains ont gardé les loups qui restaient d'éternels chiots. Les oreilles qui tombent, l'envie de jouer, et surtout, l'aboiement. Attends, l'aboiement, c'est un truc de bébé loup. Et oui, un chien qui aboie pour avoir de l'attention, c'est un comportement de louveteau. Un vrai loup adulte, ça n'aboie pas, ou très peu. Un loup adulte, ça hurle. Ah ouais? Ce qui explique pourquoi le chien loup tchécoslovaque a une façon de communiquer si différente. Les archives insistent bien là-dessus, ils aboient très peu, ils font surtout des longs hurlements continus. C'est un trait sauvage résiduel énorme. En mixant les 4 piliers, l'expérience a un peu fait bugger cette fameuse néoténie. Le chien loup s'exprime comme un adulte sauvage. Son hurlement, c'est un outil pour les longues distances, fait pour synchroniser la meute ou donner des infos super précises sur des kilomètres. Et ça, ce truc profond, ça a survécu à la dilution. C'est vraiment une symphonie biologique orchestrée de main de maître, quoi. Et d'ailleurs, le pari de Karel Hart, il a fini par payer en grand. L'expérience a été reconnue officiellement. Oui, première étape, en 1982, c'est devenu la race nationale en Tchécoslovaquie. Et après, la grosse consécration, la validation internationale par la Fédération cynologique en 1999. C'est la preuve ultime que leur délire scientifique a marché. Ils sont partis d'un postulat qui paraissait impossible, ils se sont pris un mur avec la première génération. Et puis ils ont ajusté les curseurs patiemment pendant des années pour stabiliser cette nouvelle créature. Si on prend un peu de recul sur toute cette histoire, ces 4 loups, c'est une sacrée leçon sur ce qu'on peut faire avec la nature. On a commencé avec Britta, la fondatrice, terrifiée, qui a prouvé qu'on pouvait ouvrir la porte. Ensuite, t'as Argo, qui est venu montrer qu'on pouvait faire l'échange dans les 2 sens, même avec les rituels compliqués des mâles. Puis il y a Sharik, le fameux loup du zoo, qui a sauvé tout le monde de l'écran de Game Over génétique. Et enfin, Leji, qui a mis le dernier coup de tampon avant qu'il ne baisse le volume sauvage à 6,25%. Chaque loup était un maillon vital. T'enlèves juste un seul de ces 4 piliers et le pont s'effondre direct. L'expérience s'arrête là. Ça change carrément la façon dont on peut regarder nos compagnons à 4 pattes, ou même la biologie de base. On voit que la science, c'est pas que des pipettes en labo, c'est aussi utiliser le temps et l'évolution comme des vrais outils de travail. Et surtout, avoir une patience infinie. 25 ans pour un projet de recherche, c'est un luxe incroyable aujourd'hui. C'est clair. Et au milieu de toutes ces infos, il y a une dernière pensée qui me donne un peu le vertige, honnêtement. Je t'écoute. On disait tout à l'heure que cette race a gardé un cerveau un poil plus grand, hérité du loup. Et ce fameux instinct de hurler au lieu d'aboyer. Oui, le retour du langage adulte. Voilà. Et les éthologues modernes, ils savent bien que le hurlement d'une meute de loups, c'est pas juste du bruit pour faire joli, c'est un langage ultra crypté. C'est vrai, il y a des modulations incroyables là-dedans. C'est bourré d'harmonies super complexes qui donnent l'identité, l'humeur, peut-être même des coordonnées géographiques précises. Du coup, sachant qu'ils ont gardé ce gros cerveau et cet instinct, on peut imaginer un truc fou. Lequel ? Quand un groupe de chiens loups tchécoslovaques se met à hurler en chœur aujourd'hui, dans un parc de centre-ville ou dans une forêt, quelles informations hyper complexes ils sont secrètement en train de se partager. Des messages entiers qu'un chien ordinaire, juste à côté, serait totalement incapable de formuler ou même de comprendre. Ah ouais, c'est comme s'ils parlaient sur une fréquence radio cryptée que seuls eux connaissent. Exactement. C'est quand même une pensée géniale sur laquelle méditer, non ? En tout cas, on espère que cette plongée au cœur de ce code génétique vous a passionné autant que nous, et on se dit à très bientôt pour décortiquer ensemble d'autres mystères tout aussi incroyables.